Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre nouveau podcast Comedy is Not Dead, un titre de circonstance, où nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Wiesel. Bonjour Thomas. Bonjour. Oui. Dernier podcast avant la fin du monde, comment ça va? On enregistre son public pour des raisons évidentes parce que j'ai pas la place dans mon salon. Parce que personne ne connaît ce podcast qui n'existe pas encore. C'est ça aussi, tout à fait. Mais voilà, on verra un petit peu. Peut-être la semaine prochaine, ce sera le succès. Merci d'être là. Inch'Allah. Mais de rien, merci de m'avoir proposé un truc. D'habitude, je refuse un peu ces trucs parce que je trouve des excuses. Puis là, j'étais un peu bloqué. Tu veux faire un podcast? Bah non, parce que j'ai rien à faire pendant 2 mois. Bah ok, je viens. Ouais, on s'est dit justement que c'était l'occasion, parce que t'as plus d'excuses. Ouais. Donc voilà, ce podcast, nous, ça faisait un petit bout de temps qu'on avait envie de faire un podcast. Et puis voilà, ça passait toujours un peu en deuxième plan de plein d'autres projets, de monter sur scène, de courir et tout ça. Puis tout d'un coup, tous ces autres projets, il y en a plus. Voilà. Donc voilà, et on se retrouve ici à discuter. Forcément, on va discuter un petit peu du coronavirus. De ce qui nous arrive. Ouais, forcément. Ouais. On va pas tellement pouvoir y échapper. Et puis après, on essaiera quand même de se sortir les idées de ça. On peut parler un peu de sport. Ah non. Non plus. Non, justement, en préparation, on réfléchissait un petit peu à quels sont les sujets qu'on va pouvoir aborder. Puis en fait, Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans l'actu? Ouais, voilà. J'en profite aussi pour saluer mon acolyte Jérémy Croza. Bonjour les fanzos. Et on arrête ce podcast-là, malheureusement. Premier faux pas de Jérémy Croza. Voilà, on essaye. Peut-être la prochaine fois, je ferai tout seul. Alors, de Jérémy, c'est trop. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, première question un petit peu simpliste. Alors, coronavirus, info ou intox? Moi, j'ai l'impression qu'on nous cache des choses. Je suis pas... C'est un lobby qui est derrière. J'ai pas encore décidé lequel exactement, mais je pense que c'est un lobby. Le lobby des gens qui restent à la maison. Moi, en tant qu'introverti, c'est un peu particulier parce que d'une part, rester chez moi et ne pas avoir d'obligation sociale, c'est un peu à chaque fois mon rêve chaque semaine. Mm-hmm. Mais là, d'autre part, comme tu l'as dit, j'ai plus d'excuses parce que le nombre d'engagements sociaux, professionnels, caritatifs que je refuse en disant j'ai pas le temps, je suis sous l'eau. Là, plus personne me croit. Ouais. Et puis un truc bizarre avec la psychologie humaine, c'est que quand t'as plein de trucs à faire, t'as envie de rien foutre. Et là, maintenant qu'on a rien à foutre, tout d'un coup, j'ai envie de faire plein de trucs. C'est horrible. Ouais, t'as la bougeotte. Je suis la personne la plus glandue au monde. Et là, mais je peux pas rester chez moi, il faut que je fasse des trucs. Alors, je suis venu ici en combinaison intégrale, évidemment. On a respecté toutes les précautions de sécurité. Mais non, ça fait du bien de sortir de chez soi. Mais non, moi, je suis fils de Toubib. Donc, moi, info. C'est-à-dire que si les spécialistes médicaux me disent faut faire ci, faut faire ça, je suis pas en train de dire que c'est un complot des antennes 5G et des vaccins au plomb pour nous contrôler et puis limiter la population. Je sais pas ce que j'ai lu, mais j'ai dit incroyable. Il y a énormément d'informations qui circulent c'est la partout. folie. C'est vraiment... il y a une littérature qui se développe assez dingue. Moi, dans un de mes passe-temps, c'est juger les gens. Là, je passe d'excellents moments. Là, on me fait voir des trucs sur WhatsApp et je dis, tiens, je pensais que t'avais un cerveau, mais non, on va te ranger dans cette catégorie. Je vais boire du thé. Voilà. Ils sont cons, ces gens partout dans le monde. En Italie, putain, s'ils avaient eu du thé, Earl Grey, on aurait évité la tragédie. Ouais, non, c'est ça. Mais il n'y a plus de thé dans les supermarchés, c'est ça aussi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est dramatique. C'est faux comme on est des moutons. C'est vraiment genre, la première personne achète 4 paquets de PQ, puis t'es là. S'il fait ça, c'est qu'il sait des trucs que je sais pas. Il faut absolument que j'achète également du PQ. Même moi, je me suis fait avoir en fait. Alors que je suis conscient que c'est un mouvement de foule et que tout ça. Donc même, j'étais au supermarché. Je voyais les rayons qui étaient quasiment vides. Il restait genre 4 paquets de riz. J'en ai pris 2. Voilà. Parce que je me suis dit, je sais que c'est con, mais j'ai pas envie d'être le couillon qui va se retrouver sans rien. Et puis voilà, donc il y a c'est la psychologie humaine. Très instinctive et en même temps la conscience que c'était absurde. Mais oui, mais si tout le monde fait quelque chose, on se dit la foule doit avoir raison face à l'individu. D'ailleurs, moi je suis allé au supermarché, j'ai vu des centaines de gens qui achetaient des billets pour mon spectacle. Et il y en a bientôt plus, donc je sais pas, j'aimerais pas être le seul. Ah non, j'ai plus de spectacle. On peut réserver pour quand les dates ont été reportées. Oui, pour réserver pour ma tournée d'adieu en 2032 déjà. Vraiment, dépêchez-vous. Non, on sait pas.
Ouais, ben c'est évident que les informations, il faut savoir d'où elles viennent. Ça, c'est un premier réflexe. Euh, et puis aussi, ce qu'on a pu remarquer dans ces quelques derniers jours, c'est que tu as participé à une vidéo, justement pour sensibiliser un peu les gens. Ouais, mais c'est drôle parce on l'a sorti, c'était quoi, mardi? Mhm. Là, on enregistre ce podcast, on est dimanche, et genre, On ce a qu'on a l'impression dit est que c'était encore il y a un d'actualité, mois. mais oui, mais il y a eu 8 prescriptions de sécurité supplémentaires depuis mardi, quoi. Ouais. Donc ça, c'est assez fou, la vitesse à laquelle les choses évoluent. J'ai vu une citation du ministre de l'Éducation français, Jean-Michel Blanquer, qui a dit, je crois le 10 mars, une fermeture totale des écoles n'est absolument pas envisagée. Genre le 13 mars, ils ferment toutes les écoles. Donc genre, la réalité d'un jour n'est absolument pas celle du lendemain. On n'a jamais vu ça dans nos sociétés actuelles. C'est quasiment en temps de guerre que les choses peuvent changer aussi rapidement que ça. Donc oui, on a fait une vidéo mardi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dimanche soir, c'est il y a une semaine, et t'as raison, j'ai l'impression que c'est il y a 3 mois, parce que dimanche soir, moi j'étais chez moi, et je prenais déjà ce truc au sérieux. Enfin, évidemment, ça faisait des semaines qu'on en parlait, etc. Je faisais beaucoup de blagues dessus sur scène. Et j'avais commencé à arrêter de serrer la main aux gens, mais je rencontrais quand même pas mal de « Hey, mais vraiment, tu crois à ça ?» Enfin, un peu de résistance de la part des gens. C'était il y a une semaine. Et Chapat, le dessinateur, excellent dessinateur d'ailleurs, je ne dis pas ça pour lui lécher les boules, mais on a vraiment un des meilleurs au monde ici en Suisse, qui m'a appelé. Il est en contact avec le professeur Didier Pittet des HUG, qui est le type qui a inventé ce gel hydroalcoolique qu'on a sur la table, qui est un je vais pas dire des conneries, mais je pense épidémiologue. Putain, faut apprendre à prononcer ce mot parce que c'est important. Et lui, il était un peu justement alarmé parce que je crois qu'il a vu les étudiants en médecine ne pas respecter les prescriptions. Il s'est dit, putain, si les étudiants en médecine s'en battent les couilles, ça veut dire que le reste de la population ne respecte pas du tout. Donc il était un peu là. J'ai l'impression que les vieux et les personnes à risque ont saisi que c'était dangereux, mais que les autres n'ont pas saisi qu'ils mettaient les autres à risque. Donc il était un peu paniqué. Il a comment faire pour toucher les gens qui s'en foutent pour le moment. Donc il a appelé Chapat, qui a commencé à faire des dessins et à rameuter ses potes dessinateurs, et qui m'a appelé en disant, est-ce que tu peux rameuter les rigolos? Et j'ai réfléchi un peu. Nous as rien dit, quoi. Du coup, vous répondiez pas. C'est, avec vos agendas et tout, lancement de podcast, tournée mondiale, machin. Non, mais je me suis dit, alors, il m'avait dit au téléphone que le grand JD, Julien Donzé, avait été contacté aussi. Ouais. Et qu'il avait contacté également Saguer de Opus One, le producteur des De Vincent et de Yann Marguet. Ouais. Et sur la base de ça, j'ai écrit à Julien, j'ai écrit à Yann en disant « Ok, vous êtes au courant de ce truc, est-ce qu'on fait quelque chose ?» Et j'ai écrit à Marina Rollman et Johan Provenzano. Et très vite, les 5, on s'est dit « Bah oui, il faudrait faire un truc. » Chacun dans notre coin, on avait déjà fait quelques trucs, mais on s'est dit « Si on se met tous ensemble, il y aura peut-être un impact un peu Avengers. » Non, mais te dire, les gens n'ont pas l'habitude de nous voir tous ensemble, donc ça a peut-être attiré plus l'attention dès le début. Et donc ça, c'était dimanche soir, quelques WhatsApp. Dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai eu des insomnies, j'ai eu quelques idées, j'ai noté, machin. Je sais pas si ça vous arrive des fois la nuit d'avoir une idée, de se dire « Ah, je vais m'en souvenir demain matin. » Je me rendors. Et tu t'en souviens jamais. Donc là, je me suis forcé, je me suis dit « La Suisse a besoin de moi. » Je me suis réveillé, j'ai passé 1 heure à prendre quelques notes, je me suis endormi. Le lendemain matin, j'ai transformé ça en scénario, j'ai envoyé aux autres qui ont fait quelques modifs, etc. Chacun dans son salon, on s'est filmé. Ouais. On a rassemblé toutes les vidéos, on a fait un montage. En fait, le but, c'était de faire le plus rapidement possible. Bien parce sûr. que chaque jour comptait. C'est ça. Voilà. Donc on nous avait un peu dit, enculez pas des mouches pendant 4 jours, ce que les humoristes on a parfois tendance à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, de machin, s'envoyer 8 versions d'un texte. Donc là, c'était un peu vite et bien. Et le lundi, la nuit, j'ai commencé à faire du montage. Et le mardi à midi, 14h, on a sorti ça. Et les gens qui nous avaient suggéré de le faire ont été très contents. J'ai eu l'impression, enfin, ça a été pas mal partagé. J'ai eu l'impression que c'était un des premiers trucs où c'était ah ouais, ok, ça nous concerne aussi, ça s'applique aussi à nous. Ouais, bien sûr. Et il y a un espèce de début de sonnerie de réveil et les gars, c'est plus une blague maintenant. Même si on a fait des blagues et je suis le premier. Pour ça, peut-être que je me sentais une responsabilité un peu supplémentaire. J'étais le premier à avoir fait des blagues. Et même si l'humour n'a pas pour vocalisation de rendre les choses triviales non plus, c'est pas parce qu'on fait des blagues sur un sujet que c'est dire que le sujet n'est pas important, mais parfois ça a quand même cet effet secondaire de s'il se marre, c'est que c'est pas si grave que ça. Donc on voulait vraiment combattre ça. Et là, elle est totalement périmée cette vidéo, mais pendant 2-3 jours, ça a été le truc qui a fait qu'on a eu les médias qui nous ont appelés, qui a fait que ça donne aussi une façon différente pour les médias d'en parler. Et ça, j'ai l'impression que parfois c'est notre rôle aussi, les humoristes,
d'apporter un regard nouveau qui fait que ça redonne un peu de fraîcheur, parce que les médias ressassaient les mêmes infos et les mêmes trucs très sérieux. Des fois, il y a un syndrome de lassitude. Donc j'ai l'impression que ça, on a réussi à faire. Après, est-ce que ça aura eu un impact sur le truc? C'est impossible à dire. Ça, là, c'est effectivement difficile à mesurer, mais c'est vrai que ça a pas mal fait le buzz. Ouais, mais rien que le fait d'être du côté des gens qui ont dit les bonnes choses et pas du côté de ceux qui ont dit les mauvaises, il y a un truc avec ma conscience où je suis assez soulagé. Parce que, tu sais, les gens qui doivent supprimer des tweets ou on peut parler de Philippe Lebas, mais des gens comme ça où ils vont avoir des vidéos de certaines interventions qui vont être ressorties toute leur carrière, quoi. Parce que dans ce genre de situation, une interview où tu dis une connerie peut vraiment avoir un vrai impact. Donc j'étais content qu'on ait pris la mesure de la situation. Pourtant, on n'est que des bouffons d'humoristes. Donc ouais, là, je crois qu'on a rempli notre rôle. C'était cool. Mais est-ce que justement, tu as cette pensée au moment où tu écris tes blagues, mais genre, par exemple, il y a 3 semaines en arrière, tu écris tes blagues sur le coronavirus, est-ce que tu te dis, faut peut-être que j'aille pas trop loin, des fois que ça part complètement en couille? Est-ce que... Ouais, mais je t'avoue que la première vidéo que j'ai fait sur le coronavirus, j'étais à Paris, j'étais à la fin de ma résidence, j'ai fait tout janvier 2020 à Paris, et le coronavirus est arrivé fin janvier à Paris, où il y a eu, je crois, à l'époque où j'ai fait la vidéo, il y avait 6 touristes chinois qui étaient dans les hôpitaux français. Ouais. Donc il y avait 6 cas en France, et il y a eu la première vague de racisme anti-asiatique. Sur les réseaux et un peu dans la rue, surtout sur les réseaux, des gens qui partager des photos de touristes chinois au Sacré-Cœur en disant signalez-les, machin, des trucs comme ça. Et c'est ça qui m'a fait réagir la première fois. Et là, j'étais plutôt dans une tendance de dire arrêtez d'être raciste, c'est débile. Ouais. Et en faisant ça, j'ai sorti quelques stats en montrant que le corona en France, à ce moment-là, était hyper marginal par rapport à plein d'autres trucs qui tuaient les gens. Évidemment, ça a nettement changé depuis, même si le coronavirus ne sera pas la cause majeure de décès dans le monde, et nulle part cette année, c'est sûr, il y a des trucs qui tuent bien plus que ça. C'est pas ça la question, c'est vraiment un animal très différent. Mais je pense que cette vidéo, aujourd'hui, elle serait totalement à côté de la plaque, tu vois. C'était il y a 1 mois et demi. Oui, en même temps, la situation elle-même a changé. Ouais. Mais à ce moment-là, donc pour moi, à ce moment-là, le but de mes blagues, c'était de dire, les gars, arrêtons de faire les cons. Ça sert à rien d'arrêter de bouffer asiatique, d'arrêter de parler à ton pote qui est asiatique. Enfin, il y a vraiment... C'était plus ça le but. Et après, une fois que la situation a évolué, oui, j'étais déjà plus dans le truc de, bon, maintenant, il faut arrêter de faire les cons. Ce truc est là pour de vrai. Ça sert à rien d'être raciste toujours, parce que de façon générale, ça sert jamais à rien d'être raciste. Mais il faut pas non plus faire les héros. Mes potes qui me disaient, moi, j'ai pas peur du virus, donc je risque rien. Enfin, j'ai un peu changé mon ton. Et puis, c'est vrai que tu te dis toujours... Quand tu commences à toucher un certain nombre de gens, est-ce que ces vannes peuvent être mal interprétées? Est-ce que la conclusion qu'on en tire, c'est... Enfin, j'essaie jamais de déchaîner la haine, j'essaie jamais de stigmatiser, etc. Parce que des fois, tu peux perdre le contrôle de ce que tu dis, même si ton intention à toi peut être louable et tu fais une vanne un peu limite en disant bah, « moi, je comprends où je mets le curseur, où est mon deuxième degré ». Des fois, il ne faut pas oublier qu'une fois que tu lâches une vanne dans la nature, bah, la nature s'en empare et les gens peuvent... Et ça arrive malheureusement où des trucs sortent du contexte et puis lui il a dit ça et puis des fois tu reçois des messages oh t'as raison ce que t'as dit puis la personne te ressort ta blague avec une interprétation différente. Et puis là t'es là non c'est pas du tout ce que je voulais dire, quelle horreur. Donc oui forcément après c'est la question est-ce qu'on s'autocensure et tout, moi je pense que non, mais réfléchir à comment ce sera reçu et comment c'est perçu c'est important dans la vie de tous les jours dans notre job, mais dans des situations comme ça où tout peut aller très vite 100 fois plus. D'ailleurs, moi je me demandais si tu avais justement avec toutes les blagues du coronavirus que tu as fait avec l'ampleur que ça a pris, est-ce que tu as un peu des regrets quand même maintenant ou ben tu te dis bah ma foi. Non, je t'avoue que là, j'ai fait une vanne justement fin janvier où j'ai comparé avec la grippe pendant que la grippe tuait plus, et ça c'est le truc qui a enfin arrêté de sortir ces derniers jours, mais qui pendant très longtemps a été sorti. Et quand il y a 2 semaines, on nous sortait encore que c'était comme la grippe, j'étais là, non. Puis après, j'étais là, mais moi, je le disais aussi il y a 2 mois. Donc ça, c'est un truc où je me dis, peut-être qu'à l'époque, mais en même temps, à l'époque, les spécialistes le disaient aussi. Donc il y avait un truc un peu de... Je regrette un peu d'avoir pas été mieux informé, mais j'ai pas l'impression d'avoir été le seul. Et j'ai l'impression que cette vidéo a été efficace au moment où elle est sortie. Elle a totalement disparu depuis parce qu'elle est périmée. Donc non, j'ai pas spécialement de regrets, j'ai pas de blagues qui me viennent où je me dis bah là j'étais à côté de la plaque. Non, je crois que ça va. Après,
j'avais peur un peu de... Quand on m'a demandé de faire cette vidéo de prévention, et j'étais ouais, mais moi je suis la personne qui faisait des blagues là-dessus il y a genre... Ouais. J'ai sorti une dernière vidéo sur le coronavirus genre 12 heures avant la vidéo de prévention. Donc est-ce qu'il n'y aura pas un mélange des messages? Mais je pense que le fait que sur une vidéo, t'es quand même un contexte, c'est-à-dire qu'on voyait que j'étais sur scène, que c'était un spectacle, qu'il y avait un truc un peu de... On est là pour se marrer. Je pense qu'on comprenait quelle était l'intention. Et puis l'autre vidéo, où on a nos visages en face cam, en noir et blanc. Et là, où on était OK, là, on va faire des blagues aussi, mais c'est à vocation sérieuse. Je pense que les gens ont bien compris la différence entre les deux. Ça, c'était un peu ma seule peur. Que les gens pensent qu'on faisait une parodie, et puis, etc. Mais je crois pas que ça a été perçu comme ça. Mais oui, c'est toujours un peu délicat, les humoristes, parce on a envie de se marrer de tout, y compris les choses graves qui arrivent, mais on n'a pas envie de dire que c'est parce qu'on se marre qu'on n'est pas triste que des gens meurent, qu'on n'est pas inquiet pour nos proches. Enfin, pour moi, le rire, ça veut pas dire que je m'en fous, de loin pas. Et j'ai souvent eu ça, j'ai fait des blagues sur le cancer, j'ai fait des blagues dès qu'il y a des guerres, des trucs, des attentats, j'ai fait des blagues. Et ça veut pas dire que je crache sur les morts, ça veut pas dire que j'ai pas peur aussi. Mais c'est moi, ma façon de réagir à ça et de transformer ces émotions, c'est le rire et l'humour. Et j'ai l'impression que dans la majorité des cas, c'est bien perçu. Après, évidemment, que je reçois des messages de gens qui disent t'as pas honte de dire ça, tu feras moins le malin quand tes grands-parents seront morts. Et si mes grands-parents meurent, je ferai pas le malin du tout, mais je serai pas en train de repenser à mes blagues parce que pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Mais mes grands-parents, ils sont incroyables, ils vont rien avoir. Mais non, c'est des périodes un peu bizarres en termes d'humour. Oui, il y a aussi effectivement, on pense à comment est-ce que ça va être reçu, on pense à tout ça, mais en même temps, justement, rire de ce genre de choses, rire de circonstances dramatiques, ça permet aussi de rendre certains messages audibles, ce que vous avez fait avec cette vidéo, mais ça permet aussi, quelque part au niveau d'une société, d'un groupe, de peut-être... arriver à vivre avec un truc qui peut être oppressant quelque part. Il y a une ambiance qui est quand même Zarbos, on est d'accord, voilà. Et de quelque part continuer à faire des blagues même dans une situation comme ça, c'est aussi une nécessité. Ouais. C'est une nécessité de voilà. Je pense que c'est une des choses les plus humaines qu'on ait. Moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est le film de Roberto Benigni sur la Deuxième Guerre mondiale, La Vita è Bella, où il fait marrer son gamin jusque dans les camps et jusqu'à leur mort. Et je sais qu'à l'époque, j'ai pas vécu tout ça, mais j'ai 30 ans, au cas où il faudrait le préciser. Mais l'humour était hyper présent pour survivre, parce que plus le quotidien est lourd, plus tu as besoin de rigoler. Puis je sais que nous, on est hyper privilégiés, on a grandi en Suisse, c'est un pays qui n'a pas connu de conflit, parce qu'on vend notre cul au plus offrant depuis très très longtemps. Donc ça, nous, on a eu de la chance, vraiment. Mais dans les pays qui connaissent des guerres, etc., l'humour prend une dimension tout autre. Et l'humour et les choses drôles deviennent hyper importantes. Et là, dans une moindre mesure, parce qu'on n'est pas en guerre, et qu'on n'est pas tous en danger de mort, encore une fois, j'ai l'impression que l'humour a pris une place un peu différente. On reçoit des messages maintenant de reconnaissance. Moi, j'ai l'habitude qu'on me dise ta vidéo c'est de la merde, ou ta vidéo c'était drôle, ou j'ai passé une bonne soirée, mais là, les gens nous disent merci, on a besoin de ça, ça fait du bien de rigoler. Je reçois des messages de gens dans la santé, des professionnels de santé qui nous disent avec les collègues, on a regardé ta vidéo, ça nous a fait du bien. Enfin, il y a un truc un peu où tu sens que oui, ça remplit un espèce de rôle. Et ça, je trouve assez touchant parce que on va pas se plaindre, notre job est incroyable, mais on n'est pas tant valorisé par la société. Nous, on est un peu des guignols, on a beaucoup de chance. Oui. Mais on remplit une fonction qui est vraiment, vraiment annexe. C'est-à-dire que si les humoristes arrêtent tous de bosser demain, le monde continue de tourner. Il n'y a pas un truc enfin, tu vois, on n'est pas primordial. Mais là, on sent un peu à quoi on sert. Et je trouve, à une période où tous nos spectacles sont annulés et puis notre ego est plus assez flatté par les applaudissements, les rires, les cachets, on gagne plus d'argent, je trouve que ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien à mon ego d'être là, en fait, les gens... Il y a quand même un but, il y a quand même un... Oui, c'est clair que c'est... Hier soir, j'ai fait une vanne parce que la France a annoncé la même chose que le canton de Vaud avant-hier. Hier soir, la France a annoncé qu'il fermait tout ce qui n'était pas indispensable à la tenue du gouvernement. Enfin, je ne sais plus comment ils ont formulé ça. Tout ce qui n'est pas indispensable au fonctionnement du pays. Et moi, j'ai fait un tweet où j'ai dit comment on ferme tout ce qui n'est pas indispensable au fonctionnement du pays, je vais fermer ma gueule. Et c'est évidemment une blague. Je serais incapable de le faire plus de 10 minutes, d'ailleurs j'ai pas réussi, mais je m'attendais à avoir au moins la moitié de réactions de gens qui disent enfin tous mes haters qui se réveillent en disant enfin une bonne nouvelle, tu vois.
comme les vannes de merde qu'on a fait nous quand Pokora a annulé sa tournée ou que Touche pas mon poste a été annulé, je m'attendais à recevoir les mêmes blagues dans la gueule, ce qui aurait été d'assez bonne guerre. Et j'ai été assez surpris parce que plein de gens étaient là, non, s'il te plaît, non, on a besoin de ça en ce moment. Puis je suis là, je pensais me faire vanner, en fait, je me suis fait flatter, donc c'était un peu doublement agréable. Donc oui, je pense qu'on a un rôle en ce moment. Là, on fait un podcast qu'on va pouvoir envoyer aux gens, donc ça c'est une des façons. Je pense qu'on va devoir tous un peu réfléchir sur comment on peut continuer de faire notre job, transformer notre job dans les semaines à venir, puisque la forme d'expression principale qui était quand même pour nous monter sur scène avec un public confiné, cloîtré, qui se tousse dessus, non. Du coup, il va falloir un peu faire preuve d'esprit d'à propos, de retomber sur ses pattes et de trouver comment continuer de faire rire les gens. Mais je pense en tout cas qu'il faut pas fermer notre gueule et qu'il faut pas se dire là c'est 2 mois de vacances, on fait plus rien, parce que pour une fois on a besoin des humoristes, donc on va peut-être pas laisser passer ça. Moi j'ai pas encore trouvé exactement comment faire. Pour l'instant je balance un peu tout ce que j'ai fait sur scène, que j'ai pu filmer. Enfin, je me dis, je mets tout sur Internet parce que les gens, peut-être qu'ils ont rien d'autre à faire, donc ça va leur faire plaisir. Je vous avoue que cet après-midi, j'ai prévu de faire des mèmes. On m'a dit, reste chez toi. Je suis là, ok, je vais aller faire des mèmes. Donc, je sais pas si ça va être drôle ou pas, mais je me réjouis presque, tu vois. Enfin, je me dis, voilà, c'est un peu une espèce de challenge. Oui, ça oblige à se réinventer, à imaginer d'autres façons de faire. Parlez un peu, je vais enlever mon pull. Ouais, y a pas de souci, on va prendre leur lait. Alors, Jérémy Coffey, présente-toi pour les auditeurs, quand même, s'il te plaît. Je pensais essayer de faire quelque chose à peine un petit peu plus naturel. Non, mais effectivement, des circonstances comme ça oblige de se réinventer et de créer un peu une nouvelle façon de faire. Et en tout cas, moi, ce que je ressens comme challenge, c'est que quand on est sur scène, on a un feedback du public et on s'appuie énormément là-dessus. Il y a vraiment une dynamique qui fait que, quelque part, prendre notre matériel qu'on fait sur scène, puis dire, ok, on prend un micro, puis on le balance sur Internet, on peut pas faire la transition comme ça, à mon sens. Ouais, on a reçu pas mal de messages de gens qui disaient ça. Ils disaient, fais un truc en live sur Twitch, ou fais un machin avec un spectacle au chapeau, ou t'es chez toi. Et puis, forcément, tu y réfléchis. Tu vas pas dire aux gens que leur idée c'est de la merde sans y réfléchir, parce qu'on est dans des circonstances tellement nouvelles que toute idée mérite d'être analysée. Mais j'ai l'impression que sans public, sans, comme tu dis, réaction live, sans feedback, sans répondant, notre art est un peu compliqué à exercer. Et des trucs comme Twitch, si j'ai bien compris, les gens ils peuvent réagir par écrit, mais il y a un petit délai. Donc si tu fais ta blague, puis t'as ha machin, enfin, ça se prête très très bien pour le gaming, pour des trucs où il y a un peu d'interaction comme ça autour d'un sujet, mais pour un truc qui est vraiment l'art du stand-up live face à face, je crois pas que c'est la solution. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver une façon de transformer pour que ça le devienne, puis je me réjouis parce que Dieu sait que je suis un pompeur et que s'il y a un humoriste qui va trouver une façon de le faire, je vais être le premier à dire c'est génial, je fais pareil. Mais ouais, pour l'instant je sais pas comment on va faire. Donc évidemment tout ce qui est des tweets, des machins, Twitter, il y a plein d'humoristes qui ont redécouvert leur mot de passe, je pense, là, il y a quelques jours, parce que moi, il faut encore que je fasse des recherches, mais... Ça va. Jérémy Coffey va débarquer dans le game. Non, donc oui, pour l'instant, on est encore un peu en train de s'adapter, puis tous un peu sous le choc de... tiens, notre agenda ces prochains mois, c'était ça, puis maintenant, c'est rien. Ouais. Mais on va trouver une façon de le faire. Je sais qu'il y a des gens qui essaient d'organiser des trucs, qui réfléchissent, il y a plein de gens qui ont vu leur agenda chambouler et puis qui essaient de trouver des solutions. Mais c'est assez drôle parce que je crois qu'il y a encore un peu l'adrénaline des derniers jours de devoir faire tous ces téléphones pour annuler ces trucs, ces annonces, machin. Moi, genre hier et avant-hier, il n'y a pas du tout le truc de je vais pouvoir me reposer et tout. Il y avait une espèce de tension de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que c'est machin, de répondre aux gens, oui c'est annulé, on verra quand on peut revenir. Enfin, il y avait tout un truc un peu, on est encore hyper tendu. Je pense que ça va redescendre un petit peu, puis d'ici 2-3 jours, on va pouvoir penser à la suite. Mais moi, là, quand on me propose des trucs, genre dans une semaine, je suis là, je sais pas, j'arrive pas à prendre de décision. Ouais, c'est le problème, c'est qu'on sait pas combien de temps ça va durer, on sait pas dans quoi on va, donc on peut même pas se projeter dans 1 mois, 2 mois, parce qu'on sait pas. Ouais, alors pour l'instant, les dates qu'on a, c'est le 30 avril qui a été un peu partout, c'est-à-dire que c'est jusqu'à cette date où les écoles sont fermées, les lieux de divertissement sont fermés, les rassemblements sont interdits. Donc, moi, la plupart de mes trucs en mai sont maintenus, même s'il y a des gens qui, par précaution, ont aussi repoussé les trucs de mai. On réagente des trucs en juin, qui étaient censés avoir lieu maintenant, en espérant qu'en juin, ce sera bon. L'été, de toute façon, juillet, août, tu peux rien faire en termes de spectacle, parce qu'il y a trop de gens en vacances qui sont pas là. Donc, pour l'instant, c'est juin, septembre, octobre. Et jusqu'à 2021, c'est un peu angoissant parce que quand tu reçois un mail, ton spectacle de ce samedi est réagendé en avril 2021, moi je fais une crise d'angoisse parce que peut-être que je serais mort. Mais ouais, c'est un peu ça, on est un peu dans le mode de, il faut retomber sur nos pattes des trucs de l'urgence, puis après
qu'est-ce qu'on fait de ces 6 semaines, parce que les 6 semaines d'oisiveté, je sais pas si c'est très productif par définition. Alors, non, mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'oisiveté quand même, parce que il y a une espèce de peur du vide que je sens quand même, qu'il va falloir qu'on fasse des trucs. Outre le fait que, en fait, toute la société est dans cette même ambiance en fait, parce qu'avec les écoles qui ferment, les lieux de divertissement, mais toi d'ailleurs, t'as 4 gamins, toi. Moi j'ai 4 gamins, ouais. Comment ça va se passer? T'as une garde partagée? Et alors il y a la garde partagée, juste là dans la pièce d'à côté, j'ai installé la salle de classe. J'ai cru que t'allais dire, j'ai mes 4 gamins, ils sont attachés à leur chaise. Non, quand j'ai les gamins, ils attendent le repas là. Je peux pas enregistrer un podcast à côté parce que... C'est quoi les âges? Alors l'aîné a 11 ans, les jumeaux ont 8 ans et la petite a 5 ans et demi. Ah ouais. Donc voilà, moi on verra un petit peu, on recevra des emails avec les fiches et les devoirs et les trucs, de ce que j'ai compris, c'est comme ça qu'on va nous donner, voilà. Puis il va falloir qu'on fasse l'école à la maison tout en faisant du télétravail, et puis qu'en même temps il y a des choses que voilà, je peux pas rester tout le temps à la maison. Ça va demander vraiment de réinventer complètement le rythme. Ah, les parents, ça va se transformer en super-héros là ces quelques prochaines semaines. Moi, je t'avoue que je rêve d'avoir une famille, d'avoir des gamins et tout ça. J'adore les gamins. Et là, depuis 3 jours, je me dis de pas en avoir encore. Je suis assez soulagé. Là, franchement, c'est la première fois où je me dis, je suis content de pas avoir de gosses. Ouais, là vraiment, effectivement, l'annonce que les écoles sont fermées, que l'accès aux crèches est réservé aux personnes qui sont vraiment sur le front, donc le personnel médical. Humoriste, t'as pas réussi à dire... Non, voilà. Donc voilà, et puis il se trouve que moi, l'idée de faire l'école à la maison, c'est... Alors ok, ça va être un peu contraignant, mais disons qu'a priori, j'ai fait des études, ma langue maternelle c'est le français, je veux dire, recevoir les informations des profs et puis de pouvoir les transmettre un bout à mes enfants sans trop d'encombre, à part l'allemand. Je veux dire... Mais c'est bien, tu vas apprendre des trucs. je pense que je devrais arriver à me dépatouiller, mais je pense aussi à tout plein de parents qui, tout d'un coup, se retrouvent dans un rôle où rien ne les a préparés à devoir enseigner les maths, le français, l'allemand, le machin. Enfin, je veux dire, ça va être vraiment galère, quoi. Il va y avoir des vasectomies. Est-ce que tu vas leur donner la gym? C'est ça la vraie question. Alors, non, ça, je vais déléguer ça à quelqu'un d'autre. Moi, ça m'a fait rire le nombre de gens qui se sont souvenus qu'ils avaient un abonnement de fitness quand ils ont reçu l'info que leur fitness fermait, quoi. Pour ne pas le balancer, j'étais avec mon manager, là, Sébastien. On était dans le train en train de rentrer de Toulouse, un peu en catastrophe parce que tout avait été annulé. Et puis du coup, il n'y a plus aucune raison qu'on soit ailleurs qu'à la maison. Et il reçoit une notification push de son application Let's Go Fitness. Déjà, toi, t'as l'application Let's Go Fitness. Enfin, vous voyez Sébastien. Oui. Et très beau jeune homme, mais c'est pas un sportif d'élite. Et il était là, oh non, oh non. J'ai jamais le souvenir qu'une seule fois tu m'aies dit que t'étais allé au fitness. Justement, comme j'ai moins 7 ans, je pensais pouvoir y aller. C'est juste la liberté de savoir que tu peux y aller. Oui, non, évidemment, mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Et il paraît que genre des magasins de sport, genre Decathlon, tout ça, ont été un peu dévalisés de gens qui sont vite allés acheter des trucs pour faire du sport à la maison. Ouais. Moi, j'ai prévu de FaceTimer avec des potes, puis de faire un peu du gainage en FaceTime, d'essayer d'un peu de se maintenir un peu en activité. Et aussi, on m'a aussi dit qu'il y avait un plugin Netflix que tu peux mettre sur tes navigateurs pour regarder avec tes potes. C'est-à-dire que tu commences l'épisode en même temps. Okay. Puis j'imagine que tu as un truc pour chatter et puis réagir ensemble. Donc c'est drôle, on va essayer d'utiliser la technologie pour se sentir moins seul. Ouais, c'est clair. C'est comme on discutait avant pour faire des apéros par Skype. Faire les apéros par Skype. Ça me surprend pas de toi, Croza, que tu cherches absolument à vivre ton alcoolisme malgré les prescriptions du gouvernement. Mais toi, t'es fraîchement marié, Croza, donc toi, c'est peut-être l'occasion. À une prof d'école en plus. À une prof d'école, oh putain. Ouais. Mais c'est peut-être l'occasion de commencer à faire des enfants, justement. Non, justement pas. Non. En plus, là, il devrait quand même aller à la garde, à l'école, et ils ne savent pas comment ça va se passer. Ouais, parce qu'ils organisent des gardes de jour et tout ça. Exactement. Ouais, ça c'est vrai que... Mais franchement, moi, si j'étais en couple et tout ça, je ferais un gamin, je l'appellerais Covid, ce serait réglé. C'est quand même pas facile à porter, quoi. Il y a des juifs qui s'appellent Dovid, Covid, on n'est pas très loin. Quoi. Ouais, on n'est pas loin. Mais non, c'est vrai que pour les profs aussi, c'est un sacré chamboulant. Moi, vendredi, j'ai reçu les appels de toutes les maîtresses de mes enfants, ce qui fait.
pas mal de téléphones en fait. Parce que non seulement j'ai beaucoup d'enfants, mais en plus ils ont plusieurs maîtresses par gamin. Donc voilà, et puis c'est vraiment un téléphone essentiellement pour dire qu'ils savent pas comment ça va se passer, et puis qu'ils recevront des informations et qu'ils nous les transmettront, mais ils savent pas comment, ni... Enfin voilà, c'est l'inconnu. Ils ont peur en fait, parce qu'ils doivent regarder les enfants des parents qui travaillent dans le médical. Donc a priori... S'il y en a qui ont quelque chose, c'est et des personnes à risque, parce que si les gens sont malades, etc., il faudrait pas qu'ils restent tellement avec leur... C'est des... Ouais. Ah ouais, bah c'est là qu'on voit un peu ce que de nouveau, les métiers utiles puis les métiers qui ne le sont pas. C'est vrai que nous on chiale genre oh, mon spectacle à Cossonay est annulé. D'ailleurs je tiens à le dire, mon spectacle à Cossonay est annulé, apparemment l'info n'est pas bien circulée. C'est pour Guy. C'est pour Guy, il m'a répondu ce matin, très gentil, on salue Guy. Non mais effectivement, il y a des gens dans leur quotidien est nettement plus chamboulé et qui doivent faire preuve de beaucoup plus de sang-froid que nous. Et les enseignants, tout le personnel enseignant, je pense, sont à applaudir. Ils vont avoir des semaines très compliquées, continuer de faire leur job et faire des heures. On dit toujours que c'est des flemmards, qu'ils ont trop de vacances. Ils bossent tout le temps, ces gens. Et là, ils vont bosser encore plus. Et le personnel médical, le personnel soignant, évidemment, ils ont annulé toutes leurs vacances. Ils sont réquisitionnés. C'est une situation de stress incroyable. T'es en première ligne, t'es au contact du virus toi-même. Tu dois faire attention de pas tomber malade, de pas t'épuiser non plus. Tu dois quand même être un peu énervé de sortir du boulot à 23h et de voir qu'il y a des gens qui font l'apéro à côté. Enfin, je me mets à leur place. J'ai quelques amis et mon père, bon lui il est gastro donc c'est pas non plus la première ligne touchée, mais tout est très tendu pour eux. Je me mets à leur place. Et en Italie et en Espagne, je sais pas si vous avez vu ça hier et ces derniers jours, ils ont demandé aux gens de sortir sur le balcon et d'applaudir les professionnels de santé. Hier, le président espagnol a demandé de faire ça et c'était assez touchant. Tu avais vraiment des vidéos de quartiers résidentiels où tu entendais des applaudissements au balcon. Et je pense qu'ils le méritent 1000 fois. Et je pense que c'est là qu'on voit les métiers. On aime bien tirer sur les médecins parce qu'ils gagnent trop de fric. On aime bien tirer sur les enseignants parce qu'ils ont trop de vacances. Et là, on voit que c'est quand même des métiers essentiels à notre société. Et en ce moment, par exemple, les traders. Voilà, je vais peut-être pas finir cette phrase, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui apportent à la société, il y a des gens qui sucent la société, et là, ce genre de tragédie permet de voir un peu genre. Où est-ce qu'on met l'essentiel? Ouais. Qui est qui? Les masques tombent sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Oui. C'est aussi d'ailleurs l'occasion de faire un peu le tri sur les réseaux sociaux. Parce que, t'as bloqué des gens? On voit les gens déjà faire le tri parce que beaucoup de gens font des blagues sur le coronavirus. Qui on veut des noms parce que ça je trouve irresponsable. Vraiment, qui ose faire ça? Disons que déjà, il y a une série de blagues où elles ont déjà été faites 50 000 fois. Et puis mais ça me saoule à un certain moment. Donc c'est un premier tri. Puis après il y a les fausses informations, les rumeurs, les machins, les trucs. Et on est en quarantaine, mais c'est interdit moins de 50 personnes. Non, c'est ça. Les as qui paraît. Je viens de fêter mes 30 ans, je pensais pas arriver à la quarantaine si vite. J'ai pas dit que c'était toi qui l'avais fait. Ok. C'était Jérémy qui l'avait fait. Non, mais on fait tous des mauvaises blagues. On essaye, faut pas jeter la pierre. On essaye. Moi, je suis le premier à en faire de merde, donc et je pense que c'est important. Et puis on fait pas du 100% non plus. Mais oui, effectivement, c'est un peu. Ça m'a fait rire de voir à quel point le virus avait aussi contaminé les réseaux sociaux petit à petit, où genre. Il y a 2 semaines, c'était peut-être une blague sur 2 là-dessus. Puis là, si tu trouves une blague qui est pas là-dessus, c'est. Mais un post qui est pas là-dessus. Ouais. Juste un truc. Voilà, heureusement qu'il y a un type à balle qui a niqué sa BMW. Enfin, qui était pas sa BMW d'ailleurs. Vous avez vu le mec qui a fait l'amour au phare avant gauche? J'ai vu la vidéo. Je m'en excuse d'ailleurs. T'aurais pu te protéger, mettre la ceinture au moins. Et heureusement qu'il y a des trucs comme ça qui nous permettent de penser à autre chose pendant 3 minutes. Heureusement qu'il y a des mecs comme ça. Merci. Je sais pas s'il nous écoute, mais celui à balle qui a copulé avec une BMW, merci à toi. Tu remplis un service important. On va pas aller jusqu'à encourager les gens. Vous pensez qu'il a fait le plein ou juste moitié? C'est le moment des blagues, du coup, je pense qu'il aime bien les grosses allemandes. Ça, j'avoue que je l'ai fait, je peux pas me moquer de toi. Mais je l'ai fait en privé. Moi, j'ai vraiment un curseur d'exigence beaucoup moins élevé pour les vannes que je fais en privé ou dans les conversations WhatsApp. Vraiment, toutes les blagues de merde. Je me suis même pas rendu compte qu'il y avait un micro. Ça, le problème des podcasts. T'as l'impression que t'es avec tes potes, puis après ça sort. Des fois, je dis des trucs dans des podcasts, puis quelqu'un me les ressort quelques mois après, je fais c'était enregistré. J'avais oublié à ce moment-là qu'on pouvait m'écouter. Ouais. Non, alors effectivement. Et puis en plus, c'est vrai que là, on va pas du tout éditer le podcast. On le balance tel quel. Ouais, non. Parce que. Ok. Parce que. Sans montage. Sans montage. Donc on va voir à quel point on est drôle par petits bouts
et chiant par long bout. Voilà, ça va être un peu ça. Pas édulcoré du tout. Pas édulcoré du tout. Ok. Essentiellement parce que je suis une brêle en montage audio. Non. Alors moi aussi, je vais voir les commentaires sous mes vidéos. Un commentaire sur deux, c'est est-ce qu'il y a toujours un son de merde? Puis l'autre répond oui. Alors je regarde pas. Ok. J'ai des problèmes de son. Ouais, donc voilà. Mais voilà, évidemment que le métier évolue. Ouais. Mais en même temps, c'est pas la première fois qu'il évolue. Déjà, il est tout jeune, le métier d'humoriste de stand-up en Suisse. Ouais. Donc, quelque part. Enfin, tout jeune. Nathanaël Rochat a 47 ans cette année. Ouais. Ouais, non, d'accord, mais. Mis à part lui. Mis à part les. Non, mais l'ovni. Mais un ovni qu'on salue d'ailleurs. Mm-hmm. Mais oui, non, et puis la reconnaissance de cette forme d'humour spécifique, elle est quand même assez récente. Ouais. Il se trouve que pour ce qui est de la scène suisse romande, le nom qui revient un peu toujours en termes de référence, c'est le tien. J'ai de la chance d'être là assez tôt. Alors il y a peut-être une question de Première arrivée, premier servi, enfin deuxième, parce que de nouveau Nat était là, mais Nat a tellement l'ambition inverse à son talent que ça laissait beaucoup de place. Nat, dès qu'il a une opportunité de carrière, oh non, ça a l'air fatigant. Du coup, effectivement, ouais, j'ai eu beaucoup de bol d'être là au moment où le boom est arrivé en Suisse, quoi, parce que au début c'était un peu flippant, genre, on savait pas trop comment faire. Non, il y en avait d'autres, hein, il y en avait évidemment plein d'autres. Moi, je suis arrivé un peu à la croisée des chemins, et puis il y a une bonne partie de chance, mais ouais, c'est assez intéressant. Moi, ça fait, on est en 2020, bientôt 8 ans, non, même plus, 8 ans et demi que je fais des blagues. Mm-hmm. Peut-être 7 ans que ça oui. Et ça a tellement changé. Ça a tellement changé. Si tu avais fait ce podcast, si vous aviez fait ce podcast il y a 7 ans quand je commençais, vous auriez pu tabler sur une saison de 5 épisodes. Et puis après, on a eu tous les gens qui faisaient du stand-up en Suisse. Tandis que maintenant, c'est cool, il y a des scènes ouvertes. Dans chaque ville suisse, il y a un peu 4-5 humoristes qui se fédèrent, qui essaient de monter leur petite scène, qui essaient d'organiser des trucs. Et c'est hyper cool. Ça a mis le temps que ça a mis, mais là, il y a un vrai humour suisse qui est pas cliché, qui peut pas être catégorisé comme c'est quoi l'humour suisse, même si on me demande ça dans toutes les interviews, mais qui est vibrant et qui est divers, et ça je trouve que c'est une fierté qu'on peut avoir, et je trouve que la réaction du public est à saluer, parce que moi j'ai grandi, on a les trois sensiblement le même âge, mais à une époque où les artistes suisses c'était un truc qu'on moquait. Si tu voulais te moquer, tu disais ouais mais ça c'est de la musique suisse, machin, c'est du truc suisse, enfin les films suisses, bon ça ils en sont pas encore sortis malheureusement, les gens regardent pas les films suisses, mais il y avait un truc un peu, tout ce qui était suisse était de mauvaise qualité par rapport à ce qui était français, américain, d'autres pays, et j'ai l'impression qu'avec l'humour, grâce aux Vincent qu'il faut vraiment saluer, qui ont été aussi dans un style très différent, les porte-drapeaux de tiens, il y a de l'humour suisse qui parle à notre génération. Les générations supérieures en souffraient moins, mais nous, on avait vraiment ce truc de les humoristes suisses nous faisaient pas rire, ils faisaient rire nos parents. Et le public a évolué. Et là, vraiment, il y a un truc très cool. Moi, souvent, on me parle très souvent d'autres humoristes suisses. Et quand j'ai commencé, on me parlait des autres humoristes suisses pour les critiquer. Je me disais, oh, machin, il me fait pas rire, les Suisses me font pas rire, mais toi, tu me fais rire. Tandis que là, en quelques années, ça a évolué en ah putain, t'as vu la vidéo de truc, t'as vu Marina ce qu'elle a fait. Enfin, il y a un truc où les gens valorisent l'humour suisse, et c'est devenu un label de qualité, de proximité avec les gens, et ça je trouve que c'est hyper important. Et de voir la tournée de Margay qui s'est vendue comme des petits pains, de voir Blaise remplir Métropole, de voir Marina, dès que tu ouvres YouTube, ils te proposent 12 vidéos de Marina qui ont 400 000 vues. Enfin, c'était impensable il y a quelques années, et il y a une forme de putain, on a réussi à faire ce truc, les gens nous ont soutenus, et j'espère que ça va continuer. J'espère que c'est pas 2 mois de pause forcée. On les voit plus. Effectivement. Loin des yeux, loin du cœur. Mais non, c'est vrai. L'humour suisse va bien, et l'humour suisse fait plaisir à voir. Et donc toi, ce rôle un peu de meneur. Ouais, meneur, on va dire. Non, mais voilà, c'est clair que c'est. Alors moi, si j'étais vous, je me confierais aucune responsabilité déjà, si vous voulez pas être déçu. Non, mais c'est sûr qu'il y a eu un truc simplement en termes de timing, c'est-à-dire que moi je m'y suis mis, on était en automne 2011. Et au début, je savais même pas à qui écrire, j'envoyais des mails un peu à tout va. J'ai écrit au Swiss Comedy Club avec un contact qui a été un peu difficile au début, un peu difficile au milieu, puis un peu difficile à la fin. On a eu des belles choses aussi, mais ça n'a jamais été simple. J'avais écrit à un type qui était un producteur anglophone qui
qui est toujours d'ailleurs, qui organise le International Comedy Club. C'était des humoristes de stand-up basés à Londres qui venaient en Suisse. Ouais. Et c'est lui qui m'a fait monter sur scène pour la première fois parce que les francophones, ils savaient pas qui j'étais. Et lui non plus, mais lui, il y avait pas de concurrence. Ouais. Et donc au début, c'était vraiment ça, genre la jungle. Après, il y a eu le Banane Comedy Club, concours d'humour organisé par Fréquence Banane à l'UNIL et les PFL, où là, on a été plusieurs à participer. Johan Provenzano et moi, notamment, on était dans la première volée. Donc c'était fin 2011, début 2012. Et là, c'était tout drôle parce qu'on se retrouvait tous. Il y avait aussi Vichal, Tamara César, des gens comme Lucas Santos. On se retrouvait tous un peu dans les mêmes âges, le rêve un peu fou de devenir humoriste. Il n'y avait pas vraiment de scène établie et on était un peu tous en train d'essayer d'écrire nos premières blagues. Il y avait un jury où ils avaient mis Nathanaël Rocha, qui était déjà là, Arik Gurignan. Il y avait aussi Jesse Cobel qui présentait les soirées, donc c'est des gens qui étaient déjà un peu dans le game. Et puis là, ça a créé les premiers liens. Ouais. On s'est un peu liés d'amitié. Nathanaël et moi, notamment, il a commencé à faire une chronique sur RTS 2 dans une émission qui s'appelait C'est la jungle, qui n'a pas duré très longtemps. Il m'a demandé d'écrire pour lui, donc j'ai commencé à écrire des blagues. Il me disait, je te paye 100 balles la blague que je prends. Et c'était drôle, quoi. Et donc ça, c'est 2011-2012. Pour te dire, là, c'était la jungle quand on était... Il n'y avait rien. En termes de salle, de quoi que on jouait dans la cave du Bleu Lézard, 1 à 2 fois par mois. Et on était 6-7 humoristes. Jean-Louis Doro, Sandrine Viglino, David Cunado, pour ceux à qui ça parle. Pour 60 personnes. Donc tous les 2-3 semaines, on était 5-6 humoristes pour 65 personnes. Certains touchaient 100 balles, d'autres 50, d'autres un sandwich. Perso, j'en ai mangé des sandwichs. Et puis après, il y a eu un espèce de truc où ça a gentiment évolué. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Naftul, qui à l'époque produisait Nathanaël Rocha. Et c'est également la moitié de Marie-Thérèse Porchet, donc celui qui coécrit avec Joseph Gorgoni, qui a créé le personnage avec lui depuis longtemps. Et il produisait aussi à l'époque Laurent Désus. Et d'autres spectacles, la Revue de Genève, tout ça. Et j'ai commencé à bosser avec lui et à faire la tournée des soirées privées. Je faisais le repas du FC Palinge, le judo club Yverdon, des trucs comme ça où je débarquais, personne ne savait qui j'étais, et puis j'essayais de les faire marrer. Et puis petit à petit, ça s'est mis en place. On a commencé à nous proposer des chroniques dans les médias, tout ça. Ouais. Et c'est là que la deuxième vague, entre guillemets, est arrivée. Je vous fais un peu l'historique de l'humour récent, j'ai l'impression de le père Fouras, mais... la deuxième vague est arrivée genre à peu près 1 an après avec Marina Rollman, qui elle avait déjà tenté l'humour quelques années auparavant, s'était plantée une fois et avait décidé plus jamais. Elle a vu des vidéos sur internet, elle a dit c'est en train de bouger en Suisse. Elle était revenue à Genève entre temps, et là on l'a vu sur scène la première fois. Alex Cominet, qu'on a vu sur scène quasi en même temps la première fois, et Johan Provenzano, il a fait sa pause YouTube parce qu'on s'était pris un bide intersidéral à Villars devant 8 personnes. Sortir les dossiers. Ouais, non, mais vraiment, c'était incroyable. 8 personnes au palace de Villars, je crois, au Grand Hôtel, je sais plus combien il s'appelait ce hôtel exactement, mais on était plus d'humoristes sur le plateau que de gens dans la salle, et chacun prenait son bide. C'est jamais bon signe. Ouais. Et Johan a pris son bide et l'a plus mal vécu on l'a tous très mal vécu, mais lui il a pris son bide et en sortant de scène il a dit je veux plus faire ça, c'était trop dur, ça m'a fait trop de mal, et il est parti sur YouTube où il a explosé, et après il est revenu de YouTube sur scène, et donc il y a eu une espèce de deuxième vague qui s'est constituée, et puis là forcément là on était un peu les premiers des Mohicans à tous à prendre le boulot sur le tas, à faire les premières parties les uns des autres, à essayer de se filer des tuyaux quand la RTS cherchait tel chroniqueur, on essayait de donner le nom de machin, et puis on s'est un peu organisé comme ça. Après on a eu cette espèce de truc sur YouTube qui s'appelait Caracatak, qui a duré 1 an, 2 ans suivant 3 ans pour d'autres, et donc il y a eu un peu plusieurs étapes comme ça, mais forcément quand la plupart des humoristes ont commencé, nous on était là depuis 2 ans, donc avec 2 ans d'ancienneté on était considérés comme les vieux. On nous demandait des conseils et tout ça, puis là tu fais comment ça? Aucune idée. Parce qu'aussi c'est quelque chose qui, alors en tout cas en Suisse, ça prend complètement sur le tas. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de quoi que ce soit. La seule école dans le domaine qui existe, c'est à Montréal, l'École nationale de l'humour. Ouais. Et du coup, forcément, quand on démarre, il y a une question on cherche des références, on cherche à connaître des gens, à découvrir, etc. Toi, à ce moment-là, c'est qui tes inspirations, c'est qui tes références? C'est ceux que j'ai cités, c'est Nathanaël Rocha et Pierre Naftul. C'est, pour moi, la première fois que j'ai vu Nat sur scène, c'était la révélation, dans le sens où j'avais écrit donc, au producteur du Swiss Comedy Club, Ivan Madonia, qui m'a dit « Viens voir un spectacle ».
et on discute. Je suis allé voir le spectacle et Cave du Bleu Lézard, il y avait 3 humoristes en première partie. 2 ont arrêté depuis, le 3e c'était Edem Là-bas. Donc eux ils faisaient partie, ils appelaient ça l'Académie du Swiss Comedy Club. Donc c'était des gens qui venaient de commencer l'humour cette année-là ou quelques mois auparavant. Et ensuite il y avait les résidents machin. Et à la fin, le dernier qui faisait monter sur scène c'était Nathanaël Ranchat. Et c'était il y a 8 ans, mais pour moi il était déjà au sommet de son art, quoi. C'était un espèce d'ovni de mec de la vallée de Joux, gros accent vaudois, nonchalance extrême, qui a bu des verres toute la soirée. Donc il n'a pas changé. Ouais, non, alors c'est vraiment, ça n'a pas changé. Donc c'est une espèce de truc un peu approximatif, brouillon, où il se notait des blagues sur l'avant-bras, et puis dès qu'il finissait une blague, il était là, bon, la suivante. Enfin, il y avait un truc vraiment de à la fois génie, parce que ses blagues étaient tellement bonnes, puis une espèce de côté savant, fou comme ça, qui... Et moi j'étais sur le cul, puis j'étais là, putain, mais les mecs que je regarde aux États-Unis, en Angleterre, faire ça, lui il fait pareil, mais il parle de la Suisse, il a l'accent de chez nous, il est dans une cave de 50 personnes, il a l'air hyper simple. Il y avait un truc de c'est possible de faire ce job en Suisse comme ça. Et j'étais avec ma copine à l'époque, à qui je faisais tous mes premiers sketchs, machin, j'étais en train d'écrire mes premiers trucs, puis à la fin, je lui ai dit, alors tu penses que j'ai des chances d'intégrer? Il y avait une dizaine d'humoristes, puis elle m'a dit, ah franchement, il y en a peut-être une qui était à ton niveau, sinon ils sont plus drôles que toi. On part de loin. Puis elle m'avait dit, à propos de Nat, je crois qu'elle disait un truc genre, mais tu seras jamais aussi drôle que ça. Puis je suis là, je crois que t'as raison, mais même en étant moins drôle que ça, je pense qu'on peut faire pas mal de trucs. Donc avec Nat, on s'est rapprochés et j'ai énormément appris à ses côtés, notamment d'écrire sur l'actu, parce que l'écriture sur l'actu, on s'en rend compte avec ce coronavirus maintenant, c'est que on a tous les mêmes éléments, les mêmes ingrédients de base et on cherche tous à faire une recette différente à la fin, à pas ressembler aux autres. Donc c'est compliqué parfois, on est 5-6 à trouver la même blague parce qu'elle est évidente, donc des fois il faut éviter la blague évidente puis chercher la deuxième. Des fois il y en a quand même 4 qui l'ont trouvée. Et en plus on est dans une période où il y a une chasse au plagiat, où il y a des espèces de justiciers sur les réseaux qui veulent à tout prix trouver la virgule qui ressemble à autre chose. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des abus, mais là j'ai l'impression qu'il y a des abus un peu dans l'autre sens, des gens qui disent tu as utilisé ce mot qui a été utilisé par Blanche Gardin en 2014. Je dis oui, absolument. On parle la même langue. Alors non seulement ça, puis en plus effectivement quand il y a un événement d'actualité comme aujourd'hui, il y a une espèce de quelque part les esprits convergent complètement sur ce genre de choses. Et on a des mêmes références. Les événements saillants sont les mêmes pour tout le monde. Du coup, à un certain moment, voilà. Ouais, mais justement de bosser avec Nat sur des sujets comme ça, puis de réaliser que lui, il allait toujours trouver la blague à laquelle tu t'attends pas, l'angle qui te surprend, et faire rire un humoriste qui cherche des blagues sur un sujet, c'est quasi impossible parce qu'on est en train de bosser, tu vois, il n'y a pas du tout de truc de spectateur. Et moi, il me faisait rire parce qu'il me sortait la blague où je disais, mais comment t'as pensé à ça? Enfin, il avait vraiment le truc surprenant. Et donc, j'ai énormément appris à son contact, et aussi simplement la sélection des vannes, c'est-à-dire qu'au début, on se connaissait assez peu. Il avait sa chronique toutes les semaines, je faisais l'actu de la semaine et je lui envoyais 50 blagues, et puis de voir lesquelles il choisissait, tu vois, juste qui me renvoyait en disant ça non, ça non, ça non, ça c'est pas mal, ça je vais te la prendre. Et puis rien que ça, je là, ok, donc ça marche, pourquoi est-ce que celle-ci elle marche, pourquoi celle-ci elle est nulle. Donc rien que ça m'a fait gagner pas mal de temps. Puis après Naftul c'est vraiment un orfèvre de la blague, c'est-à-dire que tu lui donnais un texte, puis il disait cette blague elle marchera mieux si tu changes ce mot. Enfin vraiment des trucs très basiques. Si tu mets ce mot au début, là ce mot phonétiquement il ressemble trop à ce mot, on va pas te comprendre, change-le. Là ça sert à rien, tu fais 2 fois la même blague de suite, tu t'expliques ta blague. Enfin il y a vraiment des trucs bateaux basiques où il me disait mais voilà comment tu dis ça pour que ce soit plus clair, donne les clés avant, mets le bout de rôle à la fin. Enfin des trucs un peu basiques que j'aurais peut-être appris sur le tas en 6 mois, 1 an, en observant les autres, mais là il me les disait très clairement. Et puis de bosser avec ces 2 personnes qui écrivaient beaucoup, qui faisaient plein de trucs, par mimétisme forcément, en essayant de garder ma particularité et puis de pas copier non plus, je pense que sur la première année à bosser avec les 2, j'ai gagné 4 ans d'expérience, quoi. C'était une espèce de cursus accéléré. Et puis d'aller me péter les dents dans les privés, dans le repas du Rotary avec que des vieux qui me voient arriver, petit mec à lunettes, enfin j'ai 22, 23 ans, avec ma gueule de tête à claque comme ça, donc ils ont pas envie que je les fasse rire. Il y a presque une espèce de fierté de lui, ce petit con, il pense qu'il est qui. Et donc justement d'avoir ces publics quasi hostiles au début, ou en tout cas réfractaires, je pense que ça m'a forcé au début à pas me dire je vais faire de l'humour de niche, je vais faire l'humour qui me plaît moi, mais juste à trouver ce qui marchait, quoi. Et être efficace. Ouais, efficace, capter l'attention des gens, parce que dans ces survie, quoi. Exactement. Tu débarques dans ces repas où les gens sont en train de bouffer, tu dois les interrompre dans leur conversation, ils te connaissent pas, ils ont aucun intérêt pour ce que tu fous. Ils sont pas là pour ça.
ils avaient aucune idée qu'il y aurait un humoriste avant de venir. Et de réussir à, avec les quelques premières blagues, attirer l'attention, avoir quelques rires qui font que les autres commencent à t'écouter, puis après arriver à les garder, même après parce que tu mettais des bonnes blagues au début pour essayer de les attirer, puis après du coup celle d'après était moins bonne, mais essayer de les garder quand même avec les moins bonnes. Ouais, c'était un peu l'école du rire en live, et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Il y a des fois où je suis rentré chez moi, j'étais au fond du bac, quoi, et t'essayes de tirer les conclusions et de pas refaire les mêmes erreurs. Mais je pense que ouais, ces premières années, elles ont été hyper formatrices, parce qu'à la différence de... Tu parlais de Montréal, qui pour moi est l'exemple en francophonie, pas seulement l'école, mais leur scène humoristique où il y a des bars où tu peux aller jouer, il y a des comédie clubs, le Bordel c'est le meilleur comédie club francophone au monde, et il y a beaucoup d'humoristes, il y a vraiment toute une structure qui fait que tu peux jouer une chier. À Paris, tu peux jouer tous les soirs, 3-4 fois, si tu es dans le circuit, que tu connais les gens. Dans les autres langues, Londres, tout ça, on n'en parle pas. Nous, en Suisse, c'était un peu... Moi, au début, je jouais 1 fois par mois, après 2 fois par mois, et je pouvais pas bosser de la même façon que j'aurais bossé à Paris, où tu as un 5 minutes que tu peaufines, où tu vas améliorer cette blague, tu vas essayer une autre tournure. Moi, à chaque fois que je montais sur scène, il fallait que j'écrive 10 minutes, enfin, il fallait que je profite de ce temps de scène au maximum, donc c'était vraiment... Dès que j'avais un truc qui marchait, je le mettais dans un coin, je me dis je le sortirai quand j'aurai besoin. Là, je vais essayer d'autres trucs. J'essaie vraiment de... Ça, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner aux gens qui commencent la scène et qui n'ont pas des scènes tout le temps. Essayez des trucs, quoi. Et restez pas sur vos acquis de genre j'ai un 5 minutes qui marche et je vais le faire 6 mois parce que peut-être que dans la salle quelqu'un va me booker. Je pense que ça c'est un faux confort et qu'il faut à tout prix se mettre en danger dès le début, écrire et c'est comme ça que tu progresses. Moi j'avais le truc un peu de me jeter dans la gueule du loup. On me disait fais tes trucs sûrs parce que dans la salle, enfin Naftul m'a jamais dit ça parce que lui il avait compris, mais d'autres producteurs qu'on va pas citer me disaient il y a telle personne dans la salle, fais tes choses sûres, fais pas de test ce soir, et j'avais peut-être l'arrogance de les ignorer et de dire mais moi monter sur scène pour faire des blagues que je sais qui fonctionnent déjà à ce stade de ma carrière ça me sert à rien, il faut que j'apprenne. Et donc je faisais un peu le con et je me suis pris des fours et je me suis pris des vannes qui étaient nulles parce que je les testais et puis voilà. Mais je pense que j'ai gagné beaucoup de temps comme ça parce que ça, tu peux le faire, évidemment, si tu montes sur scène tous les soirs, tu peux avancer comme un orfèvre et un perfectionniste et puis changer phrase par phrase. Si tu montes sur scène 1 fois par mois, il va te falloir 10 ans pour être bon. Ouais, et moi, j'ai pas du tout cette patience-là. Donc oui, ça, je pense que c'est un truc au début où mon absence de respect de l'autorité et mon côté kamikaze m'a aidé parce que sinon ça aurait pris du temps parce que le temps de scène au début en Suisse vous en avez été témoin quoi. Il y a pas des comédie clubs tous les soirs, il y a pas des comédie clubs dans toutes les villes, enfin c'est vraiment le temps de scène, c'est le truc le plus précieux. L'argent on n'en parle même pas, mais le temps de scène c'est quelque chose qu'il faut exploiter au max. Non, alors clairement, bon, ceci dit, c'est vrai que nous on a commencé plus tard. Ouais. Et puis déjà, alors quelque part déjà vous aviez un bout fait la trace avec tout ce que tu as cité. Et c'est vrai que, alors moi j'ai commencé il y a juste à peine plus que 2 ans. Et déjà là, quelque part, moi j'arrivais à jouer toutes les semaines, même des fois 2 fois par semaine ou comme ça. Alors c'est pas du tout les rythmes de Montréal et Paris, c'est clair. Mais déjà il y avait la possibilité de tester un 5 minutes, puis de le tester une 2e fois ou une 3e fois avant de se dire là il faudrait que je continue à écrire d'autres trucs. Mais c'est clair que 1 fois par mois, si quelque part si cette soirée-là elle se passe mal, t'as un mois où t'as un sale goût dans la bouche. Je veux dire comment t'as appris aussi à gérer le bide, c'est-à-dire qu'au début, si t'as un mois avant de pouvoir quelque part avoir l'occasion d'une confirmation que non, finalement, c'était pas... je pense que ce serait marrant aussi que vous en parliez avec Johan. Je pense que vous allez le recevoir à un moment donné parce que on vivait ça un peu les deux en parallèle et il y avait un truc assez particulier parce que comme on jouait qu'1 fois par mois, et à l'époque les réseaux sociaux, il y avait quasi personne qui nous suivait. Évidemment, il y avait nos amis, on a tous lancé nos pages Facebook, mais pendant les 3 premières années, on avait 200 likes. Enfin, il y avait un truc vraiment où tu touchais personne. Donc on faisait des promos, genre pour notre soirée à Villars où on jouait chacun 4 minutes, on avait fait 8 posts chacun. Donc il y avait un truc où tu t'investissais à mort et après tu te prends le bide et comme tu dis, t'attends un mois avant de remonter sur scène. Donc il y avait un truc vraiment, c'est pas comme maintenant où il y a une scène qui se passe mal et puis t'es là, bon voilà, ça s'est mal passé, j'en ai une dans 2 jours. Ça va aller, ouais. Voilà. De nouveau pré-Covid, mais écoute, je sais pas comment. Moi, je crois que j'ai des problèmes psychologiques qui sont souvent des inconvénients et parfois des avantages.
les avantages, c'est que ça m'atteignait pas tant que ça. Ça m'atteignait sur scène, j'avais un peu, quand ça se passait mal, un peu la boule au ventre, je descendais de scène, puis je la chiais, j'aurais pu faire ci, pu faire ça, mais le lendemain matin, c'était quasi derrière. Et à la limite, c'était presque une motivation de réécrire et de faire mieux la fois d'après. Et il m'est arrivé aussi un truc qui est tout con, c'est que moi, j'ai fait HEC, j'étais comptable. Et donc au début, je bossais encore comme comptable à temps partiel entre mes scènes. Et c'était tellement la meilleure chose de ma vie, les scènes, que même les scènes de merde, je préférais penser à mes scènes de merde qu'à mon job de comptable. Donc il y avait un truc où c'était mon refuge de la vie, donc même si ça se passait pas bien, j'étais excité de savoir comment faire pour que ça se passe mieux. Et j'avais cette espèce d'euphorie de je suis en train de trouver ma voie. Et putain, c'est peut-être en train de marcher, parce que pour moi, c'était tellement. Faut se dire, il n'y avait pas d'exemple à part Nat. Ouais, c'est lunaire comme idée de se lancer dans. Pour moi, il y avait genre 0% de chance. Ouais. Il y avait vraiment un truc genre. C'était un loisir que j'avais la chance de pouvoir exercer un petit peu. Puis un jour, j'allais peut-être avoir une vidéo que je pourrais montrer à mes petits-enfants, puis leur dire ah, tu savais que ton grand-père, avant de faire carrière dans la compta, il a fait ça. Et donc, au fur et à mesure que ça se matérialisait, ou genre. Je pouvais faire telle première partie, tout d'un coup j'avais mon spectacle dans tel festival après 1 an et demi, ça, j'avais genre 50 personnes dans la salle, il y avait un truc de tellement surréel où j'en revenais pas que même les trucs négatifs, ça me ralentissait pas dans le sens où j'étais là, je suis quand même tête baissée, je fonce, et jusqu'à qu'on m'arrache le micro en me disant non mais vraiment t'es nul, il faut que t'arrêtes, t'as un diplôme en économie politique, dégage de là. Je pense que j'aurais continué. Je pense qu'il m'aurait fallu vraiment beaucoup de bides. Désolé pour les gens qui m'aiment pas, mais il m'aurait fallu vraiment beaucoup de bides pour que je me dise que c'était pas ça que je voulais faire. Puis en même temps, en tant que comptable, t'avais l'habitude de pas être populaire, donc. Ouais. Ouais, moi j'ai fait HEC, donc HEC c'est la faculté que tout le monde déteste parce qu'on est des petits cons. Et après je faisais la finance compta dans une boîte qui allait pas bien, donc ils nous détestaient les autres gens de la boîte parce qu'on était ceux qui portaient les mauvaises nouvelles. Donc oui, le fait que j'ai commencé à avoir mes premiers haters, j'étais là, je connais, j'ai l'habitude. déjà vu. Ouais, ok. Ok, très bien. Je voulais voir. C'est difficile un petit peu de demander en termes d'actualité forcément dans ce moment. Il y a il faut qu'on suive les informations sur tes réseaux sociaux, j'imagine. Mais déjà, suivez les informations sur les canaux officiels parce qu'il y a un truc. Alors en première chose, il y a un truc qui m'énerve. Je sais pas si c'est votre cas, mais bon, moi la haine des médias, la méfiance des médias m'énerve de façon générale depuis plusieurs années. Je trouve que parfois, évidemment, faut pas tout gober et puis ne pas avoir d'esprit critique et un peu de distance, mais je trouve que la plupart des médias essaient de faire un bon travail. On va peut-être exclure les chaînes d'infos en continu qui sont un autre modèle économique et qui, à mon avis, peuvent être totalement ignorées sans problème aucun. Mais là, en ce moment, les gens qui disent « Oh, les médias entretiennent la psychose, machin », je comprends pas. Enfin, il y a un truc qui... J'ai l'impression que les médias, ils relaient l'actu médicale qu'on leur donne, les gestes de prévention, ils essayent justement de faire la chasse aux fausses infos sur les réseaux, et les gens, ils sont encore en train de s'envoyer, je vous ai déjà reçu des notes vocales sur WhatsApp de « Je connais un type au pompier de l'aéroport, machin », mais ferme ta gueule. S'il y avait vraiment une info importante, on le saurait. Enfin, je crois pas que le gouvernement ou les médias peuvent se permettre de nous cacher des trucs en ce moment. Donc ça, c'est un truc, ça me rend fou si les gens me disent « Non, mais franchement, les canaux officiels, faut pas trop écouter. Bois du thé à l'ail, mais fermez vos gueules. » Moi, il y a un truc, ça me rend tellement fou de genre, on fait pas confiance aux médias, on sait pas d'où vient la source, puis un truc où c'est marqué « Forwarded » de WhatsApp, tu le reçois et t'es là « Oh, c'est intéressant. Ah oui, ça effectivement, sérieux, je vais manger ma chaise en osier. » Enfin, oh là là. Ça me fatigue. Non, c'est clair que moi j'ai reçu le même audio WhatsApp par 3 sources différentes qui disaient ouais, c'est une amie qui m'a envoyé ça, etc. avec un peu la même narration et puis on sentait qu'en fait ça avait déjà 50 étapes derrière. Et puis que cette personne, on sait pas qui c'est. C'est peur du H1N1 finalement. Et puis, ouais, non, mais enfin voilà, c'était. Et mais puis, oui, mais je sais pas quoi. On en fait quoi? Je veux dire, fondamentalement, à part. Mais parce que, je sais pas, il y a une espèce de réflexe humain où les gens veulent avoir eux l'info, puis partager eux à leurs proches, puis être le cercle de privilégiés qui eux savent quoi faire par rapport à la masse informe qui eux ne savent pas. Donc même les trucs où on se dit, ah, c'est peut-être pas juste, mais on sait jamais, tu vois. Il y a un truc un peu de. On a envie toujours de se sentir plus important, plus informé que les autres. Alors que je crois que dans ce cas-là, vraiment, je crois que c'est
sauf erreur, Nouria Gorité, conseillère d'État, qui l'a dit à la fin de la conférence de presse, la société en ce moment est aussi forte que le plus faible de ses membres. Et donc, s'il y a une bonne information, elle ne sera pas confinée à un espèce de groupe WhatsApp obscur, machin. S'il y a une information qui est utile, là, ils viennent d'annoncer que les ibuprofènes, il faut arrêter d'en prendre. L'info est partout et l'info est partagée parce qu'on a intérêt à partager l'info partout. Donc, arrêtez de croire qu'on nous cache des trucs. Honnêtement, on nous cache des trucs qui sont faux et des trucs qui sont vrais et utiles. L'intérêt est que ce soit su du plus grand nombre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de volonté de cacher des informations parce que ce serait vraiment néfaste pour tout le monde. Peut-être qu'on me traitera de naïf quand je dis ça, mais faites confiance à ce qu'on vous dit qui émane de sources officielles et soyez un peu critique de ce qui arrive directement dans vos téléphones de l'ami d'un ami qui travaillait avec quelqu'un qui a eu un chien qui était gardé par un mec qui est marié à un pote des HUG. Enfin, il y a un truc qui me rend un peu fou là. Je suis peut-être un peu trop premier degré, mais je crois que ce scepticisme-là est peut-être assez dangereux. Sans parler de la défiance et des gens qui se disent qu'on va pas s'arrêter de vivre et puis qui ont un peu les mêmes réactions qu'après Charlie ou le Bataclan de on va aller boire des verres en terrasse. Je crois que le coronavirus, c'est pas tout à fait le même message qu'on le coronavirus n'a pas de but et de motivation politique. Il s'est quand même arrêté avant Trump et Bolsonaro, donc il a un peu de goût. Il a dit là, il est entré dans ce système immunitaire là, il a fait ah non, là je me casse, là c'est trop pour moi. Ouais, je pense que c'est de manière générale le corps de Trump, il y a trop de cholestérol et de cochonneries pour qu'en fait le virus puisse survivre. Ça m'a fait rire quand ils ont annoncé, je crois hier soir ou ce matin qu'il a été testé négatif au coronavirus et genre le médecin de Trump a dit il est en très bonne santé. Puis t'es là, mais il disait déjà ça alors que le mec est obèse, a du diabète, je sais pas quoi, enfin diabète peut-être pas, mais son médecin avait dit que c'était le président en meilleure forme de l'histoire des États-Unis. Puis tu mets une photo d'Obama et une photo de Trump à côté, t'es là. Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr de ça? Donc je sais pas si le médecin de Trump non mais ouais. Non, puis du coup, si un médecin dit oui, il est en très bonne santé et il a pas le coronavirus, moi ça me fait douter des deux informations. Tu vois, je me dis bon. Peut-être qu'effectivement, ce genre d'infos, il faut peut-être s'en méfier un tout petit peu. évidemment. Non, mais surtout quand tu sais que genre Roosevelt, il avait la polio, il était en chaise roulante et on l'a su quasiment après sa mort. Je crois qu'en termes de ça a évidemment beaucoup changé maintenant, mais la santé des chefs d'État, je pense qu'ils auraient peut-être intérêt à minimiser le coût. Même si on apprend qu'en France, il y a plusieurs ministres qui sont en quarantaine, qui sont positifs. En Iran, je crois qu'il y a une bonne partie du gouvernement qui est décédée même du coronavirus. Donc oui, ils sont pas épargnés non plus, mais peut-être que pour ne pas paniquer, les gens ils diront pas en première ligne Trump a le coronavirus, Macron a le coronavirus. D'ailleurs, quand on voit la moyenne d'âge pour les présidentielles américaines, il va pas rester grand monde, je pense. Ouais, j'ai vu un mème qui m'a fait rire. D'ailleurs, Internet, merci Internet, parce qu'en ce moment les gens sont tellement drôles, ils sont tellement créatifs. Il reste, parce qu'en fait dans la course démocrate, je sais pas s'il y en a qui suivent l'actu politique américaine, mais il en reste 3, on n'en parle que de 2 parce que Biden et Sanders sont les 2 favoris. Alors Biden a pris beaucoup d'avance, malgré que pour moi il est un peu, enfin bref, je comprends pas comment une espèce de mec sénile qui confond sa femme et sa fille et qui bafouille et qui monte sur sa propre biographie, je comprends pas comment on puisse se dire tiens voilà qui pourrait remettre le pays sur les bons rails. Si le niveau de référence c'est Trump. Oui. Non, mais je veux dire. Mais oui, mais t'es pas obligé de faire un correctif par millimètre, quoi. Tu peux te dire, on a le choix de remplacer par quelqu'un. Est-ce qu'on prendrait quelqu'un qui a des idées ou quelqu'un qui a un joli sourire puis un bronzage? Mais il en reste une troisième qui est la représentante de Hawaï qui s'appelle Tulsi Gabbard et qui est dans les sondages à moins de 1% et personne ne comprend pourquoi elle se maintient alors qu'elle a gagné, je crois, 2 délégués dans les Samoa et qu'elle a zéro chance d'y arriver. Et là, il y avait un mème justement où c'était quand tu vois que le coronavirus s'attaque aux vieux et que t'es 2 concurrents en plus de 70 ans puis elle se frotte les mains. Peut-être c'est ça qu'elle attend parce que je sais pas si Warren et Buttigieg, tout ça, ils peuvent revenir si Biden et Sanders claquent, mais alors je connais pas assez le système pour dire. À mon avis, t'as Hillary Clinton qui va dire I'm still alive. C'est intéressant à voir. Ben là, en ce moment, on vote on vote en France pour les municipales et on vote à Genève. Ouais. Aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui, tout à fait. Donc ouais, non, il y a certains éléments. C'est peut-être qu'on va avoir pour la première fois des votations où c'est pas les vieux qui décident. C'est peut-être ça qui va changer. Donc on va tiens, il y a une liste verte qui est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, alors effectivement, les écoles sont fermées, tout est fermé. Mais, bon, là c'est dimanche, Jérémy, donc grosse coupe, les écoles seront fermées. Non, mais les votations, on les maintient quand même, parce qu'il faut être réélu, c'est important. Oui, mais je crois que c'est une décision politique qui est évidemment très compliquée, et puis nous, on est 3 bouffons d'humoristes, on n'aurait pas été capable de la prendre, mais bien sûr. Les pressions politiques qu'il y avait en France, parce que si tu dis les municipales sont annulées,
Qu'est-ce que tu peux répondre aux gens qui disent pourquoi est-ce qu'on doit retourner bosser quoi ? Pourquoi je dois aller conduire mon métro ? Pourquoi je dois aller... À mon avis, c'est pour éviter le chaos. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'annoncer un report sans créer de panique ? Ça, je sais pas. Ça me paraît des décisions très compliquées, mais le message d'envoyer que c'est pas safe, ou c'est pour ça que le gouvernement, même s'ils ont plus de 50, ils se réunissent encore. Si tu dis c'est pas safe pour le gouvernement, c'est pas safe pour les votations, les gens ils vont se cloîtrer, ils vont mettre des poutres sur leurs portes et puis c'est terminé. Donc c'est ça qui est un peu délicat aussi, c'est qu'ils doivent quand même un peu montrer l'exemple. J'ai vu qu'au Nigeria, ils ont eu un cas de coronavirus, bon c'était il y a 2-3 semaines, donc j'imagine qu'il y en a d'autres maintenant, mais au premier cas de coronavirus, le Parlement a pris 2 semaines de vacances. Puis c'est un pays de 190 millions d'habitants, donc un cas pour 190 millions, ça reste assez minime. Et tu te dis, là, c'est le genre d'acte qui crée la panique, puis qui montre que les politiciens, ils se protègent eux. Et puis j'ai l'impression qu'en Suisse et en France, en tout cas, les politiciens essayent d'être exemplaires. Et puis c'est facile de les critiquer, mais c'est en situation de crise souvent que tu vois que la démocratie fonctionne quand même assez bien, puis qu'il n'y a pas que des brels qu'on a élus. Alors, on salue Philippe Lebas, qui je pense est revenu à ses sens quand même depuis, mais j'ai trouvé justement que les conférences de presse du gouvernement, que ce soit les gouvernements cantonaux, les gouvernements nationaux ou en France, t'as un certain sérieux, t'as un certain calme. Je trouve que les types, et les nanas, c'est moins facile de se foutre de leur gueule en ce moment. Ouais, c'est clair. Et puis c'est clair que je préfère largement être à ma place en train de faire des blagues et oui, bien sûr. de temps en temps essayer de participer à la prise de conscience, etc. Plutôt que de devoir effectivement prendre les décisions qu'ils ont à prendre là, qui de toute manière, quelle que soit la décision qu'ils prennent, ça va être commenté pour, contre et surtout contre. Et vraiment, pour une fois qu'ils méritent leur salaire, je pense qu'il faut le souligner. Pour une fois là, ils méritent ce qu'on leur paye et leurs chauffeurs et tout ça, donc ça va peut-être pas durer, mais là, en ce moment, on n'a pas envie d'être conseiller national ou d'être conseiller d'État non, ça va. Conseiller fédéral. Donc, ouais, tout à fait. À part peut-être Olimara. On va mettre à part. Mais du coup, l'actu, c'était ça ta question. L'actu, je sais plus où était ma question, c'est pas grave. L'actu, connectez-vous sur Internet, quoi. Connectez-vous sur Internet. On a tous des pages, on essaie de faire des blagues. Les spectacles, c'est là-dessus qu'on va vous les annoncer une fois qu'on pourra vous les annoncer. Pour l'instant, en tout cas, jusqu'à fin avril, il y aura pas beaucoup d'annonces. Tout est en stand-by, mais si vous avez des places pour des spectacles. Ah oui, j'ai vu un truc sur les réseaux, alors je sais pas à quel point ça nous concerne nous, mais les salles et tout ça, ils essayent d'inciter les gens à pas se faire rembourser leurs billets tout de suite ou pas tous en même temps et à attendre peut-être une date de report pour échanger le billet contre une autre date ou attendre un peu avant de se faire rembourser parce que financièrement, là, il y a pas mal de sociétés, pas mal de salles, pas mal d'organisations qui vont vivre des moments difficiles parce que les dépenses ont été engagées et si tu dois rembourser les rares trucs que tu as engrangés comme bénéfice, ça va mettre des gens un peu dans le péril. Donc après, si vous dépendez de ce remboursement-là pour finir le mois, évidemment, faites-vous rembourser. Mais si vous pouvez attendre avant de vous ruer, d'ailleurs, moi, les jours des annulations, tu reçois 45 messages. Est-ce que c'est bien annulé dans 2 mois à Port-Valais ? C'est peut-être pas le moment de planifier vos soirées de mi-mai, mais soyez patients. On essaie de s'organiser. Je crois que hier, tous les agents, tous les managers d'humoristes étaient en train de chercher toutes les dates libres de juin, septembre, octobre dans les salles. Puis c'est un micmac pas possible. Donc pour l'instant, moi, je voulais pas annoncer en 14 fois telle date et repousser à telle date, machin. Donc on attend d'avoir suffisamment à annoncer d'un coup. Donc pour l'instant, effectivement, pas beaucoup d'annonces, mais on essaye dans l'intervalle de vous divertir. Et YouTube, il y a plein d'archives de spectacles, il y a plein de vieux trucs à regarder. Les podcasts, il y en a plein. Donc voilà, c'est l'occasion de faire fondre la banquise et tuer des ours polaires. Pour faire chauffer les serveurs. En chauffant des serveurs, mais en se divertissant comme ça, quoi. Chacun chez soi, prenez pas de risques, faites pas les cons. Exactement. Et on va, je pense, terminer là-dessus. Prenez soin de vous, ce qui implique de rester chez soi et du coup de prendre soin des autres. Voilà. Et nettoyons tous ces micros maintenant. On va faire ça directement. Merci beaucoup Thomas. Merci Jérémy. Et à une prochaine.